Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Aurélie. Et Aurélie, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Charlène de m'accueillir dans ton podcast. Donc, je suis Aurélie Doyen, je suis psychogénéalogiste depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Pour tout vous dire, j'ai 33 ans et je suis tombée dans la marmite du transgénérationnel depuis quelques années maintenant. Ça a d'abord été un chemin pour moi, un chemin très personnel d'évolution et il me semblait impossible de faire autrement que de le partager. Et donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant, voilà, je suis psychogénéalogiste à temps plein. Voilà. Super, merci pour cette jolie introduction. Ça donne envie parce qu'il y a déjà plusieurs choses que tu as dit. Tu as parlé de transgénérationnel, tu as parlé de psychogénéalogie, tu vas pouvoir nous le définir. C'est vrai que quand on parle de deuil, alors notamment dans le cadre de décès, on parle de nos ancêtres, donc on parle des générations précédentes, mais aussi des générations qui seront à venir. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui sont totalement novices, qui connaissent pas du tout cette pratique et cette thématique, ce que c'est un petit peu la psychogénéalogie, à quoi ça sert, comment on l'utilise dans les grandes lignes, même si on y fera un focus plus particulier par rapport au deuil. Oui, bien sûr. Donc la psychogénéalogie, c'est assez simple. En fait, c'est s'attarder à la mémoire de nos ancêtres. Alors, la première chose, c'est que si nos ancêtres n'avaient pas été là, eh bien, on ne serait pas là non plus. Alors souvent, quand je le dis comme ça, on a un peu l'impression que c'est logique, si ce n'est qu'on a quand même tendance à oublier que c'est grâce à eux qu'on est là. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là non plus. Donc, merci pour ça. La deuxième partie de la psychogénéalogie, par contre, c'est de se dire, ok, merci, mais non merci pour toutes les mémoires qu'ils nous ont laissées. Donc ça veut dire que de génération en génération, chacun de nos ancêtres a vécu des choses et ils ont déposé dans notre bagage familial des mémoires. Et donc la psychogénéalogie, c'est vraiment venir ouvrir notre sac à dos familial, voir toutes les mémoires qui s'y trouvent. Et quand il y a des mémoires qui ne nous conviennent pas, eh bien pouvoir s'en libérer. Donc vraiment l'idée principale de la psychogénéalogie, c'est pouvoir être pleinement qui on est en pouvant se libérer de nos mémoires transgénérationnelles. Et donc, transgénérationnel, c'est bien tout ce qui est lié à nos ancêtres. Voilà. Super. Tu parles de mémoire et c'est super intéressant. J'ai interviewé une personne qui disait justement le deuil. Alors je sais plus la phrase exacte et les mots exacts. Le deuil, c'est vivre pour deux. Il y a ce côté, justement, quand on fait un deuil, il y a la mémoire d'une personne qui est partie ou même d'une situation. Hein. On essaye alors parfois d'enlever, de mettre en mode tabou, de mettre en mode secret parce que parfois il y a des choses autour de cette mémoire qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas savoir. Et d'un autre côté, il y a aussi, au-delà du côté tabou, parfois, comme tu le disais, le sac à dos. Mais c'est vrai que le sac à dos, il peut être autant positif que négatif. On ne choisit pas toujours. Et ça nous fait une jolie transition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lien qu'il peut y avoir entre le deuil et la psychogénéalogie? C'est toujours dur à dire ce mot. Est-ce qu'il y a une manière peut-être spécifique d'aborder cette problématique du deuil en psychogénéalogie? Dis-nous-en un petit peu plus, c'est toi la spécialiste. Oui, alors le deuil fait partie intégrante de la psychogénéalogie puisqu'on part du principe que c'est notre histoire familiale et donc dans chaque histoire familiale, eh bien il y a des deuils. Alors on parle bien sûr de deuil de personnes, des deuils de situations et donc c'est vrai que c'est très très large comme sujet et c'est d'ailleurs la manière dont tu l'abordes, Charlène. Mais donc en psychogénéalogie, les deuils, on va vraiment venir s'attarder au vécu de la personne parce que c'est vraiment ça qui va compter le plus. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer pratico-pratique comment on fait parce que c'est bien de vous dire le vécu, mais on aime toujours bien savoir un peu comment ça fonctionne au-delà de ça.
Et donc, quand il y a un deuil qui se passe auquel une personne est confrontée, peu importe le type de deuil, on va vraiment utiliser la trame générale de la psychogénéalogie pour voir comment ça impacte la personne aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est son arbre généalogique, puisque l'arbre généalogique va vraiment nous donner des indications intéressantes par rapport à l'histoire familiale. Et donc, l'arbre généalogique, c'est quoi? Eh bien, c'est les prénoms, c'est les dates qui s'y trouvent. Quand on voit un arbre généalogique, c'est les premières choses qu'on voit, hein, les noms, les prénoms, les dates. Alors, les dates, c'est toutes les dates, hein, donc date de naissance, date de décès, date de mariage, peu importe. Et donc, ça, c'est vraiment un premier regard, un premier éclairage sur ce qu'on a en conscience. Parce que bien sûr, ben, on ne connaît pas notre arbre sur des dizaines de générations, ou parfois si, mais ça reste quand même très très rare. Et donc ça, c'est vraiment un premier aperçu qui va vraiment nous donner des informations super importantes par rapport aux générations passées. Et donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, se rendre compte qu'il y a des prénoms qui reviennent régulièrement dans la famille, il y a des dates qui reviennent régulièrement, et donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces dates-là? Et donc déjà ça, c'est hyper intéressant. Et donc par exemple, pour reprendre le deuil, on peut par exemple voir, bah, tiens, est-ce qu'il y a des suicides dans la famille? Est-ce qu'il y a des pertes? Est-ce qu'il y a des deuils qui ne sont pas résolus? Alors ça, c'est vrai que c'est les deuils potentiellement les plus compliqués, les deuils non résolus. Alors, je m'explique quand je dis deuil non résolu. Donc, bah, notamment, ça peut être les suicides dont je viens de faire part juste avant, mais ça peut aussi être des deuils d'enfants. Ça, c'est vraiment des deuils qui sont très compliqués à faire. Des deuils de personnes dont on n'a pas retrouvé le corps. Donc, c'est vrai que je pense par exemple à la guerre. Et donc, ça aussi, c'est des deuils qui peuvent être assez compliqués à vivre. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un premier aperçu avec l'arbre généalogique qu'on va faire. C'est une photo instantanée de qu'est-ce qui se passe dans notre famille ici et maintenant et dont on a conscience. Ça, c'est vraiment la première partie du schéma qu'on va utiliser dans un travail psychogénéalogique. Et c'est super intéressant et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que quand on parle de deuil non résolu, ça peut autant être des deuils qui sont, qui peuvent être compliqués, oui, bien sûr, mais c'est surtout des deuils assez traumatiques, des départs, des décès, des accidents de la vie. Même si voilà, c'est plus juste et c'est plus facile à accepter une personne qui part sur un âge qui est plus âgé, qui va, même si c'est d'une maladie, mais voilà, qui a quand même vécu, qui a eu un certain vécu en fait, tout simplement, qui a profité de la vie, que comme tu dis, par rapport à des enfants, par rapport aussi à des accidents, à des suicides, il y a cette notion où on a pris la vie un petit peu trop tôt par rapport à ce que ça aurait dû être. Et forcément, ça a un impact, comme tu l'as dit, dans les notions de transgénérationnel. C'est des choses qu'on garde en mémoire, en fait, tout simplement. Qu'on soit enfant, petit enfant, ça crée des tabous, ça crée parfois des secrets de famille parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire, notamment aux générations les plus jeunes. Donc c'est très intéressant et c'est vrai que dans ce que tu nous dis, ça va bien plus loin que ce qu'on peut percevoir un peu de l'arbre généalogique, tu sais, quand on en parle un peu de manière lambda, en mode, bon, voilà, il y a mes parents, il y a mes grands-parents, éventuellement mes arrière-grands-parents, mais on va rarement un peu au-delà dans le langage commun, quoi. Donc ça, du coup, c'est un peu la première variable. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup, que tu étudies? Oui, donc c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la première partie, l'arbre généalogique. Donc là, on va vraiment partir sur des faits. Donc c'est connu, donc notre cerveau va vraiment pouvoir assimiler l'information parce que, bah, malgré tout, on est dans une société cérébrale, et donc moi, je pense que c'est quand même important de pouvoir avoir, une information que notre cerveau va comprendre. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se joue, hein, dans les deuils, non résolus, c'est qu'en fait, pour notre cerveau, c'est pas logique. Donc voilà, on va essayer de venir remettre quelque chose de logique, quelque chose de plus cérébral avec l'arbre généalogique. Mais comme je disais, bah, parfois on n'a pas toutes les informations, et donc, bah, notamment, voilà, on a 1, 2, 3 générations, mais au-dessus, pas forcément. Et puis, il y en a même qui n'ont pas d'informations. Je pense, par exemple, à des personnes qui sont adoptées. Elles n'ont pas forcément des informations sur leur arbre généalogique biologique. Et donc, ça peut leur sembler compliqué de faire ce travail-là, alors que ça l'est pas du tout. Et donc, ça, c'est vrai que je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de transgénérationnel en ce moment. C'est un peu à la mode. On entend parler de constellation familiale. Il y a eu une série d'ailleurs là-dessus. Et donc, les gens se sont fait un peu une idée, une fausse idée de ce que c'est. Et donc, voilà, je trouve ça aussi important de pouvoir remettre les choses à leur place en fonction, bien sûr, de l'outil qu'on va utiliser. Donc là, on est bien sur la psychogénéalogie. Mais donc, voilà.
Donc, première partie, arbre généalogique. Et puis, la partie suivante, eh bien, c'est la partie, pour moi, la plus importante, c'est le vécu de la personne. Parce que finalement, au-delà d'un arbre, au-delà de ce qu'on sait, il y a ce qu'on vit. Et pour moi, c'est le plus important, c'est comment on vit les choses et comment nos ancêtres ont pu les vivre également, puisque c'est vraiment ça qui va être inscrit à l'intérieur de nous, pardon, voire même, bah alors voilà, dans notre ADN, puisqu'aujourd'hui on parle quand même d'épigénétique, et donc c'est via ça que ça se passe, c'est comment on vit les choses. Et donc, pour aller voir, pour aller explorer, ce que vit la personne, eh bien, on va aller voir un peu, tout ce qui se passe autour de ses comportements, de ses attitudes, de ses pensées, de ses croyances. Donc voilà, ça peut vraiment être très, très, très large. Et puisque aujourd'hui on parle de, deuil, je vais vraiment vous donner des exemples qui tournent autour de ça. Et donc, si par exemple, des personnes dans leur comportement ont des comportements assez, solitaires, on remarque de la nostalgie, une solitude qui est pas forcément, expliquée, pour des raisons, rationnelles, eh bien on peut se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a là derrière?» Je pense aussi par exemple à des personnes qui s'habillent tout en noir. Alors je vais aller jusqu'à l'extrême, on est bien d'accord que c'est un exemple et c'est pas généralisable, mais par exemple les personnes gothiques, donc qui sont habillées vraiment tout en noir, qui ont un teint très, très pâle. OK, est-ce qu'il n'y a pas un deuil là derrière? Alors à nouveau, si la personne le vit très bien, tant mieux, c'est c'est top, et moi je dis tout le temps: «On va pas aller déterrer les morts, ça ne sert à rien». Mais par contre, si la personne le vit mal, alors on peut se dire: «Tiens, voilà, par des petits points comme ça, des petites choses qu'on peut remarquer, alors on peut aller creuser, les choses». Un autre exemple que j'entends souvent, c'est des personnes qui me disent: «Mais j'ai tout pour être heureuse et j'y arrive pas». OK, qu'est-ce qui fait que tu y arrives pas? Est-ce qu'il y a pas là, quelque part, un deuil, qui est pas résolu derrière? Alors à nouveau, de personnes ou de situations, il y a pas forcément, un schéma type, mais donc, c'est toutes des choses qu'on peut, aller voir, et donc, avec Charlène, c'est vrai qu'on avait discuté de potentiellement avoir un exemple, qui serait marquant, pour expliquer dans ce podcast, et donc, on avait discuté ensemble de l'exemple d'Amy Winehouse, donc qui est assez connue, je pense, de tout le monde, donc je ne vais pas la présenter, mais Amy Winehouse, elle fait partie, du club des 27, et donc elle fait partie, de tous, ces chanteurs, qui sont décédés en fait, à 27 ans, donc assez jeune, hein, quand même, et donc je me suis un peu attardée, à son histoire. Alors, Charlène vous mettra, en copie, je pense, de ce podcast, mes petites notes, comme ça vous pourrez aller les revoir et voir un peu du coup, comment je fais mes liens, entre les choses, mais notamment par rapport à Amy Winehouse, et je trouvais que c'était très, révélateur par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, où je vous disais, bah, j'ai le tout pour être heureuse, mais je n'y arrive pas. Eh bien, il y a Pete Doherty qui disait d'Amy Winehouse, comme Billie Holiday ou John Lennon, c'était quelqu'un qui avait tout et qui pourtant, bah, s'est donné la mort, et donc voilà, c'est ce genre de petites choses, alors c'est pas des petites choses en fait, hein, mais d'informations qu'on va aller chercher pour voir ce qu'il y a derrière par rapport, au vécu. C'est super intéressant et en effet, c'est vrai qu'on s'était dit qu'un exemple serait parfois plus parlant et ça permet de donner un peu une trame, des références aussi aux personnes parce que ben parfois ça peut rester un peu alors il y en a qui diraient lunaire, d'autres qui diraient perché. Moi je dirais parfois juste pas palpable. Et c'est vrai que quand il y a des disciplines qu'on connaît pas et qu'en plus on est sur un podcast en version audio, ça peut être plus compliqué en fait de voir le côté tangible en fait des différents éléments. Donc comme tu nous l'as dit, le côté arbre généalogique, ça va, c'est généralement bien compris. Le vécu de la personne en fait, c'est ce qui est, je trouve très pertinent et ça se relie aussi énormément au fait que le deuil, c'est un chemin qui est vraiment personnel. Et notre histoire de famille, nos ancêtres, pour le coup, ben c'est les nôtres. Alors, si on peut avoir des ancêtres communs avec nos frères et sœurs, notre famille, mais sinon c'est vraiment aussi une famille qui nous est personnelle, quelque chose qui nous est propre et quelque chose du coup qui nous définit. De par, comme tu l'as dit, ben, des croyances qui vont se mettre de génération en génération, une éducation, une façon de fonctionner, une façon de voir la vie, une philosophie de vie en fait tout court. Et ça rejoint vraiment, je trouve, ce côté
personnelle dans la manière dont on gère le deuil, dont on chemine en fait dans le deuil et qui est très personnelle, qui va être parfois longue pour certaines personnes, parfois courte pour d'autres, parfois très difficile, durer toute une vie, et plus simple et plus fluide pour d'autres personnes. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir avoir des informations, des détails, des pistes de réflexion, en tout cas, par l'intermédiaire de choses qui sont alors pas forcément ancrées en nous de manière palpable, génétique, mais ancrées de manière informationnelle en fait, avec une date de naissance, avec la date de naissance, de décès, de mariage, de divorce par exemple de nos ancêtres. Du coup, ça te dit de nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à Amy Winehouse justement sur ce vécu de la personne? Ah oui, oui, tout à fait, avec plaisir et donc, alors il faut savoir qu'il y a très peu d'informations de date, par rapport à Amy Winehouse, donc je vais vraiment faire avec, ce que j'ai trouvé. Mais déjà avec ce que j'ai trouvé, c'est assez intéressant. Bon alors il faut déjà savoir que c'était Amy Jade, je sais pas comment on dit en anglais, je suis un peu nulle, Amy Jade, je vais le dire en français, Winehouse. Donc elle avait 2 prénoms. Donc elle est née le 14 septembre 1983 à Londres et elle est décédée le 23 juillet 2011 également à Londres. Alors, juste ce que je voulais dire avant de commencer cette petite analyse, c'est que, on est bien sur des hypothèses. Donc là, je vais vraiment, faire des hypothèses par rapport, à cet arbre généalogique-là. Hem, c'est des hypothèses qui devraient être vérifiées par la personne. Donc c'est le travail psychogénéalogique, c'est vraiment ça. C'est qu'on le fait avec une personne, il n'est pas question de faire des prédictions, de dire que, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas une vérité, il y a la vérité de la personne. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important, c'est la personne qui sait. Donc là, je vais vraiment poser des hypothèses par rapport à ce qu'on sait, et pour vous donner, un exemple par rapport donc au deuil. Alors, ce qui est intéressant, donc je vais vraiment reprendre, à la fois l'arbre généalogique et le vécu de la personne, comme ça on pourra vraiment faire des liens entre les 2. Du coup, eh bien la date de naissance d'Amy Winehouse, le 14 septembre, c'est lié à ce qu'on appelle l'exaltation de la Sainte Croix. Alors c'est quoi l'exaltation de la Sainte Croix? Alors on est quand même dans une société judéo-chrétienne et d'ailleurs, Amy Winehouse était, issue d'une famille juive qui a émigré en Angleterre, donc on est vraiment sur la bonne thématique. Mais donc on est quand même aujourd'hui encore empreint de la religion judéo-chrétienne, même si on ne la pratique plus forcément, mais on est bien sur nos mémoires transgénérationnelles, donc c'est important de pouvoir se reconnecter à ça. Et donc je vous disais, le 14 septembre, exaltation de la Sainte Croix, eh bien, pour faire très simple, eh bien, la symbolique qu'il y a derrière, c'est que la mort est vaincue par la vie. Et donc, naître ce jour-là, ce n'est pas pour rien. Heu, ensuite, nous avons, quelque chose qui est aussi intéressant par rapport, à Amy Winehouse, c'est que, Amy est fêtée le 20 février et donc le 20 février, c'est en lien avec la date de mariage de ses parents et donc, OK, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que, Amy Winehouse était plus ou moins proche de ses parents et qui fait que, quand elle est décédée, c'est son frère qui l'a retrouvée et c'est, son frère qui l'a annoncé, à ses parents. Donc voilà, ça c'est des petits éléments, auxquels on peut s'attarder. Après, on peut aussi voir, que Amy Winehouse était très liée à sa grand-mère paternelle. Sa grand-mère paternelle donc, qui s'appelait Cynthia. Alors, il y a plusieurs choses qui nous montrent à quel point elle est liée à elle. C'est que, Cynthia est fêtée le 9 juin et le 9 juin, c'est en lien avec le point gisant d'Amy Winehouse. Alors, c'est quoi le point gisant? Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a un livre de Salomon Selam, sur le point gisant, qui existe. Alors, si vous l'avez lu, félicitations parce que c'est vraiment un livre qui est costaud à lire, et qui est très théorique et c'est très bien. Mais pour le mettre en pratique, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est quoi le point gisant? Eh bien, simplement, un gisant, c'est un mort. Donc, souvent, on voit dans les églises, ici gît un tel. Et donc, les personnes décédées, ce sont des gisants.
Et donc le fait que, sur le point gisant d'Amy Winehouse, alors je ne vais pas vous expliquer la théorie de comment on trouve le point gisant, si ça vous intéresse, il y a plusieurs choses, que vous pouvez trouver gratuitement sur mon site internet et donc vous pourrez aller plus loin par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est en lien avec sa grand-mère, donc elle était effectivement très liée, à cette grand-mère, et alors en plus de ça, on peut, trouver que, Amy Winehouse avait un tatouage de pin-up qui était tatoué sur elle et c'était aussi en hommage, à cette grand-mère. Donc ça, c'est le deuxième point qui la relie à elle et le troisième point, parce qu'il y en a encore un, que j'ai quand même pu trouver. Donc Cynthia, étymologiquement, c'est lié à une pierre précieuse et je vous l'ai dit, Amy Winehouse avait un deuxième prénom qui est Jade et donc Jade est également une pierre précieuse. Le choix du prénom d'Amy a, été donné en honneur à son arrière-grand-mère Annie, mais on remarque quand même que le deuxième prénom est lié à sa grand-mère et donc voilà, ça c'est probablement très inconscient, mais ça nous montre quand même le lien qu'elle avait à elle et donc bah, voilà, quand on voit par exemple, bah, que le tatouage d'Amy Winehouse, c'est une pin-up, voilà, quand on regarde un peu à quoi elle ressemblait Amy Winehouse, c'est assez intéressant, de le voir. Donc voilà, ça c'est le genre d'informations qu'on peut retrouver dans un arbre généalogique et qui peuvent, pas mal nous éclairer et puis je me disais que j'allais vous donner un dernier exemple. Alors c'est un exemple très, très, très bateau, mais qui va beaucoup vous parler. Amy Winehouse est, décédée elle a bu trop d'alcool et donc elle était en sevrage d'alcool et elle est décédée suite à une overdose d'alcool, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, Amy Winehouse, concrètement, la traduction, c'est, la maison du vin. Donc voilà, ça peut être, une autre, explication. Voilà, alors j'ai peut-être été vite sur certains concepts, mais donc n'hésitez pas à regarder, les notes écrites si ça vous intéresse comme ça, vous pourrez peut-être mieux décrypter, les choses. Voilà. Il y a une date que tu as pas donnée que je trouvais aussi révélatrice et super drôle, c'est la date de conception. Du coup, tu me corriges si je dis des bêtises, mais vu qu'elle est née le 14 septembre, pour trouver logiquement plus ou moins la date de conception, on remonte à 9 mois avant. Et donc, ce qui tombe au 14 décembre, et ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai lu tes notes, c'était la Sainte Mélodie. Et puis, ben, a priori, hein, de ce qu'on sait, en tout cas, Amy Winehouse était chanteuse. Et je trouvais ça, ouais, assez drôle et assez symbolique. Et juste pour revenir du coup sur le point gisant, si tu nous le disais en un mot, parce que donc c'est en lien avec le décès, sans forcément avoir le calcul, mais pour que ce soit bien clair dans la tête des gens, ça donne un peu quel type d'information du coup? Alors le point gisant, il va venir nous donner la manière dont, on va réaliser notre ou nos missions de vie. Donc ça, voilà, il y a des personnes qui disent qu'on a une mission de vie, moi j'estime qu'on en a plusieurs. Donc voilà, mais donc le point gisant, c'est vraiment, une tonalité, une énergie qui va venir nous donner comment réaliser notre mission de vie et donc bah, vous imaginez bien que si elle est liée à certains de nos ancêtres, on va être très empreint de l'énergie de nos ancêtres et donc, pour donner un exemple, imaginons qu'un ancêtre voulait être professeur d'école et qui n'a pas pu l'être, eh bien, dans la manière dont on va réaliser notre mission de vie, on pourrait être impacté par cela, par exemple. C'est le deuil de ne pas avoir pu s'accomplir professionnellement. Donc, on parle quand même d'un deuil à ce niveau-là. OK, donc du coup, si notre, point gisant, il est en lien avec certaines dates d'un ancêtre ou d'une ancêtre, c'est un peu ce côté-là où on pourrait avoir le ressenti sans pouvoir y poser les mots de devoir continuer un projet ou devoir faire telle chose alors que finalement ça vibre pas. Je sais pas moi, être professeur ou infirmière, je suis professeure ou infirmière, mais ça n'a pas de sens pour moi, mais je sens qu'en même temps, je dois aller vers ça. Et en fait, il me manque une clé de décodage, une clé de compréhension pour me rendre compte que, bah, en réalité, non, je veux pas être infirmière, c'est juste que je suis le projet de l'un de mes ancêtres. Si je le dis avec mes mots comme ça, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors je pourrais vous donner, plein d'exemples, mais donc, prenons par exemple, une arrière-grand-mère qui a pas su sauver, son enfant, parce qu'elle avait pas, à l'époque les compétences ou, les connaissances médicales pour le faire. Eh bien aujourd'hui, on va pouvoir tenter de réparer ça
en devenant infirmière ou en devenant médecin. Donc ça peut être une chose. Je peux également vous donner mon exemple personnel. Moi, j'étais très loyale à ma famille, jusqu'à mes 30 ans et j'ai pu décoder pourquoi, j'avais fait des études d'assistante sociale. C'était vraiment très lié à ma famille où, j'ai joué le rôle de la sauveuse. Et donc voilà, c'est toujours très intéressant de pouvoir se poser la question de: «Qu'est-ce qui fait qu'on a pris ce chemin-là, au niveau professionnel?» Alors ça peut être lié à des deuils, donc moi notamment c'est lié, au décès de mon papa, mais donc voilà, c'est vrai que c'est des informations, c'est des éléments de l'histoire qui vont vraiment nous éclairer sur qui on est aujourd'hui avec les vécus qu'on a, dont les vécus, de deuil. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, si je récapitule et tu me diras si j'ai bien tout suivi, donc il y a vraiment le côté très, on va dire très terre à terre, le côté chiffre de ce qu'on peut connaître par rapport à l'arbre, généalogique. Tout ce vécu qui est très subjectif et qui est, pour toi peut-être j'ai peut-être envie de dire même le plus passionnant et le plus intéressant parce que c'est là où il y a les échanges avec les personnes et où tu vois un peu les fils à tirer pour avoir justement les clés de compréhension, les clés de décodage, j'imagine. Et pour avoir ben, toutes ces infos, je suppose qu'il y a autant la mémoire orale de la famille, de ce qu'on peut réussir à récolter auprès de nos parents, grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, selon les générations et le moment auquel on s'intéresse à ces sujets-là. Et j'imagine qu'il y a aussi des clés de compréhension ben, dans justement l'arbre généalogique, mais parfois il y a par exemple des infos qu'on n'a pas, comme là tu disais par exemple avec Amy Winehouse, c'est vrai que les informations sont assez limitées et je pense que là-dessus tu dois être comme moi et ça va te donner l'occasion de le développer, mais c'est on a toutes les réponses en fait à l'intérieur de nous. C'est juste que souvent on ne sait pas comment y accéder, on connaît pas trop le chemin, mais l'info elle est là. Elle attend juste qu'on ait pris le bon chemin justement pour la mettre en lumière et la sortir de l'ombre. Est-ce que c'est peut-être un volet de la psychogénéalogie que tu utilises aussi? Ouais et donc ça, c'est, un peu le troisième volet, on va dire et c'est ça qui est génial et donc tu as trop raison. C'est que c'est vraiment ça que j'adore, c'est qu'en fait, les 3 volets, ils vont se rejoindre et donc je vais vous expliquer, le volet 3 juste après, mais c'est vrai que souvent, on n'a pas forcément, les informations et donc on va chercher, avec le troisième volet et puis les gens me reviennent en me disant: «Waouh, tu sais pas quoi? En fait, j'ai trouvé l'information et ça correspond». Ben oui, parce que, bah, voilà, rien n'arrive par hasard et donc ça, c'est vrai que c'est une phrase que je dis tout le temps, c'est un peu mon leitmotiv, c'est: «Rien n'arrive par hasard et tout est juste» et donc on a l'information, qu'on a au moment où on doit l'avoir et donc, comment on fait pour avoir cette information? Comment on fait pour aller chercher à l'intérieur de nous, ce dont on n'a pas, conscience? Et bien, moi, en tout cas, j'utilise les animaux symboliques et donc c'est vrai que la symbolique, elle a une place, très importante en psychogénéalogie. C'est que, puisque rien n'arrive par hasard, les symboles ne sont pas là non plus par hasard. Et donc, comment on va faire? Donc là, je vais vous dire concrètement comment ça se passe quand on va, dans ce troisième volet pour aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous, mais dont on n'a pas conscience. Eh bien, je vais vraiment proposer à la personne de, se mettre, dans ses émotions, dans son vécu, donc dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc imaginons ici par rapport, au deuil en question et on va, représenter les choses avec des animaux. Donc les animaux symboliques, c'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi? Parce que, très basiquement, mais donc repensons à notre enfance et à tous les dessins animés qu'on a vus. Eh bien, la plupart d'entre eux étaient, liés aux animaux et donc les animaux, ils vont vraiment nous donner un accès, auquel on n'a pas, forcément, conscience ou dont on n'a pas forcément envie, d'avoir accès. Imaginons, dire, à un enfant que son grand-père est décédé, c'est pas forcément évident et on va pas lui dire, «Ah bah tiens, papy il est mort». C'est un peu, délicat de le dire comme ça et donc on va par exemple pouvoir lui dire: «Ben tu sais, c'est comme dans Le Roi Lion, le papa de Simba» et donc on va vraiment pouvoir utiliser les animaux pour avoir accès à une autre information, à ouvrir un autre champ des possibles. Et donc, je vais vraiment proposer aux personnes de représenter,
par hasard, alors vous aurez bien compris que le hasard n'existe pas, mais par hasard les personnes et donc moi j'ai une grande manne à animaux, où il y a, plus de 100 animaux à l'intérieur. Je suis très, très fière, de ma manne, et donc bah, l'idée c'est que les gens vont aller piocher des animaux pour représenter leur famille. Alors parfois on pourrait, mettre ça en parallèle avec ce qu'on fait en constellation familiale. Alors c'est pas tout à fait la même dynamique, mais voilà. Et donc on va aller représenter des personnes, on va aller représenter, des besoins avec les animaux et on va aller voir derrière chaque animal quelle symbolique il y a. Et donc là, la personne, en fait, elle va ouvrir un nouveau champ des possibles. Elle va se dire: «Ah mais oui, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah mais tiens, ça c'est intéressant parce que derrière tel animal, eh bien, on va venir remarquer ça». Et donc voilà un peu, comment ça fonctionne, pardon. On va vraiment aller voir derrière chaque animal, il y a quoi comme symbolique? Et ce que ça peut nous donner comme nouvel éclairage sur la situation, à la fois sur, la 1re, le premier volet qui était, l'arbre généalogique, le deuxième volet qui était le vécu et avec le troisième volet, on va vraiment venir créer cette, dynamique, pour mettre les 3 en lien. Ouais, c'est tout un volet qui va être plus inconscient, on va dire, au départ, plus qui passe par un côté très symbolique et comme tu disais, ça, en fait, ça parle énormément à notre cerveau et ça parle aussi à à l'enfant qui est encore en nous. Parce qu'on a beau avoir grandi et être, adulte, papy, mamie, qu'importe, on a toujours un petit enfant à l'intérieur de nous qui a toujours, ce côté, créatif, imaginatif et c'est ce que j'aime bien, en fait, c'est que comme tu dis, il y a pas de hasard. On croit au hasard et même pour les personnes terre à terre, peut-être que vous vous dites: «Si, si, le hasard, il existe» et je pense qu'un jour ou l'autre, il vous arrivera peut-être un événement, quelque chose qui vous montrera que je suis pas si persuadée que le hasard existe. En tout cas, c'est pas ce que j'ai personnellement dans ma philosophie. Mais, du coup, je trouve ça, ouais, vraiment intéressant de pouvoir avoir, plusieurs axes de travail, plusieurs approches au sein d'une même approche, en fait, dans la psychogénéalogie et si j'essaye de résumer un peu les objectifs et pareil, tu me corriges si besoin, mais finalement, ça va être vraiment de chercher les similitudes avec le passé pour, alors là, si je le donne dans notre exemple, mais pour avancer et faire son deuil aujourd'hui ou pour avancer sur une situation, peut-être se libérer d'une situation, ce qui est aussi pour moi, un deuil, retrouver un bien-être, peut-être une certaine sérénité, trouver une compréhension sur certaines choses qu'on ressent ou qu'on ressent pas, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Si on reprend l'exemple de: «Je suis infirmière, mais alors ça me fait vraiment pas vibrer». Et c'est passé vraiment de soit du côté, ben, j'en ai pas conscience, à la prise de conscience et derrière à la mise en conscience, pour justement, ben, mettre en place des actions, des actes et d'avoir ouais, vraiment une mise en conscience. Est-ce que à la fin de tes accompagnements, par exemple, moi je sais que c'est quelque chose que je fais, il y a toujours un côté très symbolique, qui est propre à chacun, qui est propre à chaque personne. C'est pas quelque chose que je dis de faire, mais voilà, il y a vraiment ce côté symbolique qui est important pour moi afin de clôturer un accompagnement et de montrer qu'il y a eu, ben, un début, une fin et une renaissance, hein, vie, mort et renaissance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la psychogé? Oui, alors, ça c'est vraiment hyper important, pour moi également. C'est que, c'est bien beau, d'avoir des prises de conscience, ça va pas forcément créer du changement. Donc, je donne, l'exemple que tout le monde va comprendre, c'est que, tout le monde sait que fumer, c'est pas bon pour la santé et pourtant, il y a encore des gens qui fument et donc on a beau avoir une information, c'est pas pour autant que ça va créer du changement et donc la mise en conscience, pour moi, elle est vraiment hyper importante parce que c'est là qu'on va impacter, c'est là qu'on va créer le changement. Et comment on peut y arriver? Eh bien, c'est en matérialisant dans le présent et donc en actant les choses dans le présent. Et donc moi, je le fais également en proposant des rituels symboliques, des protocoles. Moi, j'appelle ça des protocoles symboliques. Mais donc, c'est vraiment très personnalisé en fonction de ce que la personne a vécu, de comment elle a vécu. C'est pas forcément des moments confortables parce que moi, je pense qu'au plus c'est inconfortable, au plus ça aura un impact, à la fois conscient et inconscient, parce que c'est
quand même ça qu'on veut impacter, hein. Quand on parle de mémoire transgénérationnelle, eh bien, il n'y a pas que du conscient, il y a aussi de l'inconscient. Et donc, ça, c'est vraiment l'étape, alors pas finale, mais la dernière étape clé dans le processus, en tout cas en psychogénéalogie, c'est proposer à la personne de faire un rituel, un protocole symbolique. J'aime bien ce que tu dis. Ouais, c'est clair que c'est pas forcément confortable, mais c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est pas nécessaire. Et c'est souvent dans l'adversité et dans les moments les plus difficiles qu'on rebondit, qu'on évolue. C'est rarement quand tout va bien. Si tu reprends l'exemple de la cigarette, c'est rarement quand tu es en bonne santé, que tu vas faire un scanner des poumons où tout va bien, que tu tousses pas, où tu te dis tiens, je vais arrêter de fumer. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe, mais c'est quand même pas le plus commun. C'est plus quand je sais pas, tu vas te mettre au sport, tu vas galérer, tu vas avoir moins de souffle ou tu vas cracher ou autre. Ben là, il va y avoir une mise en conscience, mais encore une fois, il faut passer à l'action, il faut mettre une action, un acte, quelque chose en place, qu'importe ce qu'on met derrière le quelque chose. Oui, le passage à l'action, il est vraiment hyper important parce que, je suis la première, hein, à croire en l'univers. Alors il faut savoir que mon parcours, c'est aussi ça, c'est que il y a 5 ans de ça, je vous aurais dit: «Hein, l'univers, qu'est-ce que tu racontes, ça va pas ou quoi?» Et donc c'est aussi hyper intéressant de voir ça. Mais, on a beau croire en l'univers, l'univers, il va pas faire les choses à notre place. Et donc aujourd'hui, c'est hyper important pour moi qu'on se responsabilise par rapport à nos vies. Oui, on a des ancêtres, oui, on a des choses, on porte des choses inconsciemment, ça c'est sûr, et on peut choisir de continuer à les porter et voilà, de rester loyal et de passer à côté de sa vie. Alors j'exagère le trait, mais comme ça vous comprenez. Ou on peut prendre le taureau par les cornes, on peut se mettre en action pour faire changer les choses et vivre la vie de ses rêves. Et donc ça, c'est vraiment un choix qui passe par l'action. Carrément, et je te rejoins. Ça revient aussi où, voilà, le temps, la notion du temps, la durée peut être une variable importante, mais elle est une variable importante s'il y a un engagement, une responsabilité, une action qui est mise en place par la personne. Et dans le cadre du processus de deuil, bien sûr, le temps est important, le temps est une variable à prendre en compte, mais le temps ne va pas tout faire tout seul. Et je donne souvent l'exemple du docteur Christophe Fauré qui parle par rapport à une blessure physique. Si vous êtes fait une blessure et que vous ne la désinfectez pas, déjà la cicatrisation va être beaucoup plus longue si elle se fait encore une fois correctement. Et en tout cas, la cicatrice ne sera pas belle, elle va être douloureuse, elle va être pas jolie rien que physiquement. C'est la même chose en fait avec le deuil. Soit vous décidez de le prendre à bras le corps et oui, ça va être inconfortable, ça va pas être fun, hein, clairement, disons-le, hein, ça va pas être fun. Mais derrière, ça va pouvoir devenir d'une certaine manière une ressource. Et malheureusement, on n'est pas amené à vivre un seul deuil dans notre vie. Donc, autant prendre ce deuil qui est peut-être votre situation là aujourd'hui, hein, à l'instant présent, et de prendre cette situation comme potentiellement une ressource pour plus tard et de développer certains outils, de développer une certaine philosophie, de changer certaines choses, de se mettre en action plutôt que d'être passif ou passive face à cette situation, même si ce côté de passivité, il a aussi sa place, il est aussi important, mais c'est comme tout est question d'équilibre, en fait, encore une fois. Je te remercie beaucoup, Aurélie. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter? Non, ça me semble assez complet. Merci à toi, de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je disais à Charlène, c'est mon premier podcast, donc j'étais un peu stressée. Mais voilà, c'était très chouette de pouvoir, le partager avec Charlène. Et si, vraiment je devais rajouter, une dernière chose, c'est ce que je dis souvent, aux personnes que j'accompagne, c'est que, la vie, elle est simple, mais elle est pas facile. Et donc concrètement, ce chemin que je vous propose avec la psychogénéalogie, c'est, pas facile. Et donc c'est ce que Charlène vous disait également tout à l'heure. C'est pas fun. Mais par contre, c'est simple. C'est nous qui nous compliquons la vie. Et donc vraiment, si vous pouvez retenir ça, de manière générale, c'est vraiment, un mantra qui est plutôt pas mal dans la vie de tous les jours, pour nous permettre d'avancer. Voilà. Merci beaucoup pour cette jolie conclusion. Je mettrai dans tous les cas tes liens en description si les personnes sont intéressées, veulent en savoir plus, lire des articles ou te contacter. Et puis encore merci à toi et je te dis à très vite. Merci beaucoup, avec plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure.
Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.